Bonjour, oui, donc je m'appelle Ronan Le Bacon, en effet, je suis directeur du tourisme et du patrimoine à la région Bretagne. Et moi, mon métier, c'est d'encadrer des experts, de participer à des commissions, à des comités scientifiques, à des choses extrêmement sérieuses, rigoureuses, etc. Et aujourd'hui, je vais vous proposer de quitter un peu mon rôle et mes habits de directeur du tourisme et du patrimoine et des équipes pour peut-être essayer de regarder un peu ce qu'il y a à côté de ce qu'on voit classiquement. Donc je me permets d'enlever mon étiquette voilà, d'être à l'aise et puis d'essayer de vous emmener dans une histoire qui est autre. Je vous propose d'essayer de partager une image. Je propose de vous immerger, qu'on arrive à s'immerger dans un petit vallon, là, un petit vallon de Bretagne. Je vous laisse vous connecter avec l'image. Dans ce petit vallon, il pourrait y avoir une chapelle. Vous voyez la chapelle avec le granit qu'on connaît, le granit gris clair, un peu, quelques petits, un peu de lichen jaune, hein, voilà. C'est encore le printemps, il fait encore un peu frais. On a quoi? On a une fontaine en contrebas. Alors vous savez, il y a toujours une fontaine à côté. Il y a un petit ruisseau à côté qui l'alimente en eau. Il y a un joli bruit. Il y a une route au fond là qui serpente sous les châtaigniers qui mène à un petit village. On voit une bâtisse importante et puis à côté des petites maisons. Enfin, je pense qu'on a tous à peu près en tête les choses. Il y a un petit panneau aussi planté à côté de la chapelle. Là, il y a marqué qu'il y a les journées du patrimoine bientôt organisées par la région Bretagne. C'est un coup de cœur. Bon, très bien. On voit qu'il y a des vélos qui sont posés, il y a une famille là, qui arrive pour aller visiter la chapelle parce qu'elle va ouvrir tout à l'heure. C'est Madame Cadic qui a les clés de la chapelle et qui vient vers 15h quand elle a fini sa sieste. Elle vient, elle ouvre parce qu'il y a deux super statues. Il y a une statue de Sainte-Anne et une statue de Saint-Tudual et tout le monde veut aller les voir et ça c'est important. Puis sur la porte de la chapelle, il y a une plaque monument historique avec des belles vis en inox toutes neuves là, qui dit ça y est, c'est bon, c'est tamponné, c'est du patrimoine. Ça sent un peu l'herbe coupée, voilà. Voilà, c'est le patrimoine, c'est pas très compliqué, hein, c'est ça. Il n'y a pas besoin de faire des réunions pendant 1000 ans pour se dire ce que c'est que le patrimoine. C'est une belle image. Et puis sinon, ce qu'on peut faire, c'est essayer de regarder un peu en dessous, ce qu'il y a derrière l'histoire un peu classique et ce qu'il y a, est-ce qu'on peut aller fouiller un peu l'autre histoire. Moi, j'ai été surpris récemment, il y a une phrase que j'ai retrouvée à plusieurs reprises, alors dans la bouche parfois d'un président du Conseil européen, mais également un cycle de conférences de Sciences Po qui m'a très surpris, c'est « l'histoire est de retour ». Alors, je me suis dit « waouh, ok ». C'est vrai, alors comme si, ok, il n'y avait pas d'histoire, on n'était pas relié à l'histoire. Il me semble que nous sommes intégralement connectés à l'histoire. Nous sommes l'histoire. On l'a vu avec les présentations tout à l'heure, le paysage est fait d'histoire. On le voit dans nos actualités, on est même un peu percuté, bousculé par le souffle de l'histoire quand on vit des moments même de l'histoire, hein, comme maintenant. Nos sociétés politiques ne sont qu'histoire. Les sociétés politiques ne sont pas qu'un assemblage de personnes qui veulent lutter contre des catastrophes ou qui veulent juste, dans un instinct grégaire, lutter contre des guerres. C'est aussi des personnes qui sont constituées par le temps et qui souhaitent s'orienter dans le temps et par rapport au temps. Et le patrimoine, c'est un vecteur pour raconter cette histoire, justement, et s'inscrire dans l'histoire et se connecter à tout ça. Alors, revenons à l'image. Donc, on a notre petit logo, là, monument historique, avec ces belles vis en inox, là. Le concept de monument historique, d'ailleurs, c'est intéressant, parce que c'est de la culture, on va dire, très bien. Mais en fait, c'est aussi clairement un acte politique. C'est l'affirmation, c'est un État qui vient dire « ce monument est historique, il a une valeur patrimoniale ou pas ». Parce que la politique, on l'a dit aussi, la politique, c'est le récit. Il faut raconter une histoire pour que, justement, la société existe. Il y a toujours eu des mythes fondateurs. Les cités grecques, elles ont été unies par la mythologie, par des grands récits, l'Iliade, l'Odyssée.
Rome, c'est Rémus, Romulus, on a tout ça en tête. Et on a même en tête les dérives. On a des petits Africains colonisés qui disaient nos ancêtres les Gaulois. C'était un autre type de récit. Et l'impératif de nation, de concept de nation, a fait qu'on a gommé des spécificités, on a parfois gommé des langues, et puis on a un peu réécrit l'histoire. Et l'histoire est parfois aussi, clairement, l'histoire d'une domination. Alors, je vais faire de la grande culture. Braveheart, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Voilà. Mais il y a un peu de cela aussi. Il ne faut pas oublier toute la façon dont les choses sont instrumentalisées. Le patrimoine, il n'existe pas a priori. Il n'y a pas du patrimoine. Ça, c'est du patrimoine, c'est incontestable. Et puis ça, non, ça, c'en est pas. Non, le patrimoine, il se fabrique. C'est la fabrique constante du patrimoine. C'est pour ça que tout à l'heure, on parlait monuments historiques. Donc, Prosper Mérimée, un des premiers qui a commencé à créer justement la liste de ce qui était tamponné monument historique, il a écrit le plus beau de ses romans. C'est le roman de la nation française, en fait. Il a pris des monastères, il a pris des châteaux, etc. Et puis ça constituait quelques mégalithes. Et il a constitué comme ça ce qu'était le roman national, ce qu'était la France. Alors, c'est intéressant parce que pas trop de femmes là-dedans, plutôt des grands hommes, pas trop de patrimoine vernaculaire, plutôt du patrimoine de puissants. Donc pas de lavoir, pas de fontaine, pas de spécificité territoriale. Les premières protections monuments historiques, c'est 1840. En Bretagne, il y en a eu, bien évidemment, dès ces périodes-là. Quand est-ce qu'ont été, par exemple, protégés les premiers monuments historiques reliés à quelque chose de spécifique à nous, la Bretagne, qui est par exemple le patrimoine maritime, parce qu'il n'y en a pas, on a quand même près de 4000 km de côte, donc nous avons du patrimoine maritime. C'est le début des années 2000. Donc, alors qu'il y avait quand même des choses d'intérêt. Donc, on voit très bien qu'il y a beaucoup ce rapport au récit. Alors, si on revient sur l'image, là au fond, on a vu que la petite route qui serpente, là, elle mène à un petit village. Alors, ce petit village de Kerlavarec. Alors voilà, on peut s'en satisfaire, mais on peut aussi essayer de tirer sur le fil et essayer de se connecter au territoire ou au nom. Ker, le village, la lande, Var, le cheval, Marek, le chevalier, le village de la lande des chevaliers. Donc ça raconte des histoires, tout nous raconte une histoire et tout est connecté. Et là, il y a une grande maison, une grande bâtisse, je vous disais, certainement un manoir. Alors voilà, avec certainement la volonté d'affirmer de façon ostentatoire sa puissance ou ses avoirs. Et puis à côté de cela, il y avait des maisons, c'était certainement des maisons de tisserands. Mais encore faut-il savoir que c'était des maisons de tisserands. Encore faut-il qu'il y ait des recherches, des études, une démarche d'inventaire, par exemple, qui puisse éventuellement essayer de déterminer que ça l'est. Mais derrière cette histoire du tisserand, là, qui tissait? C'était lui, c'était sa femme, ses enfants. Est-ce qu'il était propriétaire? Est-ce qu'il était paysan tisserand? Comment ça fonctionnait? Il y avait à peu près au XVIIIe siècle 25 000 tisserands en Bretagne. Et il fallait qu'ils s'approvisionnent en fil. Et les fileuses, il y avait 250 000, 10 fois plus. Quelle mémoire a-t-on de ça? Non, on a une mémoire des grandes choses, un peu plus visibles. Et connectons-nous à ce que disaient les collègues tout à l'heure aussi, qu'est-ce que ça nous apprend hier, nous apprend sur aujourd'hui et sur demain? Si on tire le fil, sans faire de mauvais jeu de mots, sur l'histoire des tisserands, qu'est-ce que ça nous apprend? Que c'était des gens qui travaillaient chez eux, avec du matériel, souvent à eux, etc., et qui se sont battus pour intégrer des manufactures, parce que ça leur donnait un peu plus de protection. Puis ils se sont battus pour avoir un contrat de travail, puis ils se sont battus pour avoir des droits associés. Voilà, bon, d'accord, très bien. Et l'ère du numérique que maintenant nous vivons, qu'est-ce qu'on voit? On voit une nouvelle économie, qui est disruptive, très bien, où maintenant il n'y a plus besoin d'investir dans un lieu commun, donc une usine ou une fabrique, mais maintenant on peut contrôler à distance, par exemple, des personnes qui travaillent pour soi, mais qui ne sont plus des salariés. Il n'y a plus le contrat de travail, et puis il n'y a plus les droits. C'est par exemple le parallèle qui est fait avec les salariés ubérisés. C'est exactement les mêmes processus qui se répètent avec l'histoire des techniques.
Et c'est aussi tout cela que l'histoire peut nous raconter, et c'est les parallèles que nous pouvons faire lorsque nous lisons le patrimoine et les traces. Alors on revient à l'histoire. Alors on dit qu'elle est de retour. Alors l'histoire, elle est reliée forcément à la notion d'écrit par nature. Mais il y avait aussi des temps sans écrit, ou des gens qui ne savaient pas écrire. Classiquement, apparemment, Jules César nous dit que les civilisations ici, là, chez nous, mais pas que, mais en tout cas, ce qui a été un temps à l'époque où il est arrivé, où ils sont arrivés l'époque la domination romaine, il y avait un interdit religieux autour de l'usage de l'écrit. Donc forcément, pas trop de traces. Eh bien, qu'est-ce que cela nous dit aussi, de ne pas laisser de traces, notamment écrites, lorsque nous qui cherchons à interpréter les traces. Et puis il y a aussi tous les démunis, ceux qui ne savaient pas écrire. Qu'est-ce qu'ils nous laissent? Eh bien, ils nous laissent justement des traces, des indices. Ils nous laissent des pierres, des tessons de poterie, et c'est notre responsabilité d'arriver à les interpréter. Parce qu'on oublie les choses. Alors là, dans mon petit paysage, là, je ne vous ai pas dit, mais derrière le bosquet, il y a un champ, et puis il y a un mégalithe et quelques pierres qui sont là. Et on en a parlé, mais les mégalithes, apparemment, là, on devine qu'il peut y avoir des gravures, un peu comme les jolies gravures, en effet. J'ai beaucoup aimé aussi le lien comme des empreintes digitales, comme Gavrinis, mais on se doute qu'il y avait des gravures qui ont peut-être disparu, qui étaient moins préservées et protégées que dans des endroits clos. Qu'est-ce que cela pouvait bien vouloir nous dire? On a totalement oublié. On sait un peu, par rapport au paysage, qu'il y avait certainement un dialogue avec le paysage, mais les raisons intrinsèques de la démarche de lever des pierres, de les aligner, de les positionner, certes parfois avec un rapport sépulture, mais sinon, ça reste encore à chercher, à fouiller. Et ça me fait penser à cette capacité énorme que nous avons à oublier, à nous déconnecter. Les hiéroglyphes, par exemple, il a fallu une pierre de Rosette parce qu'on avait totalement oublié la lecture. Mais plus près de nous dans l'histoire, vous vous rappelez de la catastrophe de Fukushima, là, cette centrale nucléaire qui a été abîmée par une vague, un tsunami? Eh bien, lorsqu'après il a fallu totalement s'occuper de l'espace et déblayer la campagne environnante, eh bien, il y a eu des travaux. Et qu'est-ce qu'on a trouvé dans les pierres un peu partout? Plusieurs centaines de stèles qui parfois dataient de plusieurs siècles et qui étaient gravées et qui marquaient ne jamais construire au-delà de cette limite pour éviter la grande vague. Voilà. Donc c'est aussi notre capacité à l'oubli, notre capacité à ne pas lire les traces qui nous sont laissées, et c'est aussi notre capacité à pouvoir nous connecter à tout ça. Parfois, il y a un oubli, parfois, il y a un effacement aussi volontaire. Si on prend le parallèle avec les menhirs, il y a eu souvent des menhirs couchés, hein, ils ont été abattus. On retrouve des champs entiers hein, dans le Morbihan où il y a des menhirs qui ont été retrouvés sous le couvert végétal parce qu'ils ont été détruits, entre guillemets. Qu'est-ce que ça nous dit aussi, les parallèles avec notre histoire? On pense à Daesh, on pense à Palmyre, on pense au Bouddha en Afghanistan. Oui, le patrimoine est tellement fort, a tellement une puissance d'évocation politique, sociale, qu'il est parfois également oublié volontairement. Et j'ai beaucoup aimé aussi le fait de dire que la Bretagne est une terre palimpseste, c'est exactement cela. On voit les couches à travers le temps parce que la pensée devient pierre et les pierres peuvent redevenir paroles si on sait les interpréter. Alors on va revenir dans le vallon, là, dont je vous ai parlé, et dans la chapelle, je vous dis, il y a les deux statues, là, Sainte-Anne et Saint-Tudual. Sainte-Anne, par exemple, c'est amusant de comprendre pourquoi l'attachement des Bretons à Sainte-Anne. C'est la déesse mère des Bretons, la Mamgose des Bretons, etc. Mais Sainte-Anne n'est que la transposition de Anna, la déesse celtique, la déesse mère, la déesse ancienne, qui était, à propos desquelles les Bretons étaient extrêmement attachés. Et la religion catholique n'a pu prendre corps en Bretagne qu'à partir du moment où un syncrétisme s'opère. Parce que les Bretons, ils ne voulaient pas abandonner leur Anna. Donc résultat, ils ont cédé
Ils ont bien voulu. Bon, ok, d'accord. Donc Anna, ça va être la mère de la Vierge Marie, et donc la grand-mère de Jésus. Dans ce cas-là, ok. Si elle reste, si on garde. Donc c'est tout ce syncrétisme aussi qu'on voit chez nous et qui est encore très, 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 très fort. Lorsque on évoque les fontaines, à côté des chapelles, eh bien, il y a systématiquement cet écho. Force est de constater ou de se demander s'il n'y a pas un lien avec le culte très ancien, bien évidemment, de l'eau, connecté aux chapelles, puisque ensuite la religion catholique s'en est servie également. Et Saint-Tudual, c'est intéressant aussi de voir la façon différente et ce que le patrimoine peut nous raconter. Saint-Tudual qui arrive à terrasser un dragon, mais il ne le fait pas à la façon de l'archange Saint-Michel. Il ne le fait pas avec une lance, en éradiquant, le tuant avec un dragon. Ça y est, le dragon à plat, mort, disparu à jamais. Parce que le dragon, c'est l'allégorie du mal. Et les Bretons, ils ont un peu de mal avec les Bretons de l'époque, avec l'idée d'un mal éradiqué, définitivement disparu. Ils seront beaucoup plus à l'aise avec l'idée d'un mal domestiqué. Et c'est pour ça que souvent, Saint Paul Aurélien, Saint Tudual ou d'autres, Saint Efflamme, etc., eh bien, dans les chapelles bretonnes, ils vont arriver à dompter le dragon en lui mettant l'étole autour du cou, et puis ils vont lui faire baisser la tête, et ils vont le mettre dans une grotte, ou ils vont le mettre sous la mer, mais il peut revenir. Et c'est aussi tout ça que ça peut nous raconter, le patrimoine. C'est toute cette capacité à saisir aussi les façons différentes de voir les choses. Donc ça nous raconte énormément d'histoires. Alors on l'a vu, la Terre, c'est vraiment notre archive, hein, c'est les trouvailles archéologiques à ciel ouvert, c'est absolument un musée à ciel ouvert, c'est absolument merveilleux. Alors on a évoqué tout à l'heure les haches polies de Plusulien. 2000 ans, durant 2000 ans, il y a eu de la production de haches en dolérite qui ont voyagé beaucoup, ça a été dit, je vais pas en parler plus que cela. Je voulais peut-être revenir sur le bronze aussi qui était évoqué et qui est quand même une preuve d'intelligence énorme de cette création, ce métal créé, et encore une fois, associer des métaux qui n'existent pas les uns à côté des autres, et puis arriver à faire des alliages fins pour pouvoir faire des épées, des alliages encore plus fins pour pouvoir faire des parures. Donc toute cette capacité, et donc le patrimoine nous raconte également toute une histoire de la technique et une histoire de la construction sociale. J'avais l'intention de dire un mot aussi de la fameuse dalle de Saint-Bélec, et c'est l'occasion, c'est super, vous l'avez vu en photo, de ce que cela nous dit également de la vision du territoire et de l'aménagement du territoire. Donc un monde européen totalement interconnecté. L'âge du bronze, c'est qu'il faut se déplacer. Nous, on a des mines d'étain, il y a des mines de cuivre ailleurs. Voilà, on l'a vu avec les aliments, on l'a vu avec les haches. Et donc, il y a des routes commerciales à travers toute l'Europe. Rappelez-vous, à Ouessant, on a trouvé à Nesnotariou, dans les fouilles archéologiques, des pièces et des billes et des égyptiennes, grecques. Preuve que le monde méditerranéen passait dans cette péninsule bretonne. Alors, une péninsule bretonne reliée, forcément connectée en permanence à la mer, et il faut avoir à l'esprit que nous étions le passage obligé entre le bassin méditerranéen et les îles du Nord, et donc un rapport à la géographie qui est permanent. Alors j'aime bien la phrase d'Élisée Reclus qui dit que l'histoire n'est que la géographie dans le temps, et la géographie n'est que l'histoire dans l'espace. Et c'est exactement ça qu'on a à appréhender aussi aujourd'hui en travaillant ensemble, c'est d'arriver à connecter un peu tout cela, à avoir cette perception sensible aussi du territoire. Se rendre compte que, eh bien, à l'époque, ça devait être, à des époques anciennes, il ne devait peut-être pas être évident de se déplacer aussi rapidement que sur mer, et que la Bretagne était à son endroit le plus éloigné de la mer, à 80 km de la côte. Donc cela devait également
générer quelque chose comme façon d'appréhender le territoire et de se déplacer. Lorsqu'on lit également l'implantation des villes historiques de Bretagne, qui sont souvent dans des fonds d'estuaires ou qui sont souvent à un endroit où une rupture de charge, où le bateau ne pouvait plus aller plus avant, et donc c'était certainement un transport terrestre qui prenait la suite. Et donc c'est toute une façon de percevoir les choses qui peut être identifiée. C'est cette façon aussi de ne pas oublier qu'au XVIIIe siècle, pour aller de Brest à Versailles, on mettait plus de 2 semaines, voire 3 semaines en diligence, quand on mettait 3 jours pour faire Brest-Cadix en bateau. Donc forcément, on n'a pas le même rapport également aux traces qui sont, identifiées. Alors, la géographie, l'histoire, le paysage et notamment les routes, le réseau viaire, ça a été très étudié, je crois, ici en Centre-Bretagne. Et il y a également toute ce distinguo qu'on peut avoir entre les chemins qui serpentent, qui sont plus anciens, et puis les chemins qui sont rectilignes, qui sont plus d'essence romaine, ou avec une influence sur la domination également sur le territoire. Alors si dans mon image, là on se connecte également avec les petits panneaux sur les journées du patrimoine, si on s'approche, on voit que c'est une démonstration de pierre sèche. C'est ça qui était marqué dessus, Elisabeth. Et parce que je sais que je ne pouvais pas le faire autrement, de la passionnée, nous avons l'ambassadrice de la pierre sèche ici. Et ce que je voulais souligner, c'est à quel point le patrimoine est également une merveilleuse façon de mettre en avant toutes les techniques, tout ce qu'on appelle de bon sens, de sobriété, la low-tech avant l'heure, c'est-à-dire que toutes les leçons que nous donne le patrimoine. Alors, cela nous donne des leçons sur beaucoup de choses, les techniques, mais également l'intergénérationnel. Se rendre compte, lorsqu'on étudie les habitats étaient plus collectifs qu'un temps qu'on a pu connaître. Mais en ce moment, il y a aussi des expérimentations beaucoup sur les habitats collectifs. Il y a des choses qui se réfléchissent. On lit des choses un peu innovantes sur l'intergénérationnel, le collectif, la consommation foncière, les arrêtés autour du ZAN, le zéro artificialisation nette, c'est apparu au journal officiel, il me semble, cette semaine. La valorisation du patrimoine, c'est du ZAN. Hein. Donc voilà, le patrimoine, c'est éminemment moderne, j'ai envie de dire. C'est notre avenir et vraiment, c'est notre capital. Donc nous devons, c'est même une obligation, apprendre de cela. Lorsqu'on a une approche également touristique, à quel point je pense que c'est important qu'on se connecte avec le fait à quel point c'est fondamental d'être branché, d'être connecté avec notre patrimoine, notre identité, une identité qui est ouverte bien évidemment, mais qui est connectée au territoire, parce que lorsque nous on voyage tous les uns les autres, nous n'avons qu'une seule envie, c'est de comprendre une nouvelle culture, comprendre des gens, comprendre un terrain, un territoire, etc. Et donc, nous avons tout intérêt également pour nos visiteurs, mais qui sont parfois les Bretons, hein, bien évidemment. Le premier visiteur de la Bretagne, c'est le Breton d'abord, mais également des visiteurs extérieurs, de raconter notre histoire et nos valeurs grâce à notre patrimoine. Donc, à tout point de vue, le patrimoine, c'est véritablement la possibilité de bien comprendre notre aujourd'hui, mais également de se doter d'une trajectoire pour demain, parce que le patrimoine, c'est également véritablement l'âme, c'est l'âme d'un territoire. Alors moi, je vous ai proposé tout à l'heure, de façon très subjective, une petite image d'Épinal du patrimoine en Bretagne, mais vous avez tous votre image en tête. Vous avez tous votre élément de patrimoine que vous aimez. Ça va être un chemin creux, un petit muret, une petite fontaine, une petite maison dans un petit village. Et ce lien, alors que ce bien, cet endroit que vous avez connu un jour, parfois enfant, parce que je pense aussi que les paysages nous forgent et forgent notre imaginaire et forgent, je pense même, la pensée. Eh bien, ce bien, il a été construit par des personnes.
y a des personnes qui ont vécu dedans, il y a des gens qui ont planté ce poteau qui est identifié après au néolithique, il y a des gens qui ont habité dans ce moulin, etc. Et ces personnes n'ont rien laissé d'autre que ces pierres. Et donc c'est aussi à nous d'essayer d'entrer en résonance avec l'espace, avec les pierres, parce qu'à un moment donné, à chacun d'entre nous, véritablement, je pense, une sorte d'engagement pour se dire, soit la découverte ou l'ignorance, comme disait Morvan Lebesgue. À chacun d'entre nous, de nous connecter ou pas à cette identité collective. Et peut-être d'essayer de transmettre, d'être les témoins, tenir le témoin et de transmettre un peu ce que la personne voulait, ou les personnes, ou les territoires ont à nous dire, et comment est-ce qu'on peut être un témoin et un passeur. Et pour finir, je voudrais juste vous partager avec vous les mots d'un très très grand poète breton, Père Jacques Azélias, qui a écrit en breton, mais je partage en français parce que mon accent est je pense, pas légal. Il nous dit « Sans hier et sans demain, aujourd'hui n'existe pas encore ». Et je crois que c'est exactement ça. Il faut que nous soyons connectés à hier, il faut que nous envisagions comment peut être demain, et alors nous serons véritablement des habitants d'aujourd'hui. Et je pense qu'aujourd'hui, avec la démarche que nous avons autour de tout ce patrimoine, c'est un peu notre responsabilité d'essayer de transmettre cela et d'utiliser tout cela. Voilà, je vous remercie.